souviens, j'ai un ami peintre qui me dit, mais quand tu parles de voyage, parce que je partais en voyage pendant les vacances, j'avais quand même déjà ça, quoi, cette conscience. Quand tu parles de ce volcan, il dit, mais Linda, il dit, tes yeux flamboient, il fait, tu es le phénix, tu renais de tes cendres. Et en fait, quand il me dit ça, quasiment 15 ans après, je me souviens, et je me dis, mais il a raison, que moi, mon art, c'est le voyage. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes et des rencontres exceptionnelles. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Dans ce podcast, je vous dévoile les récits fascinants de femmes audacieuses qui ont embrassé le pouvoir du voyage pour transformer leur existence. Ici, pas de clichés, juste des histoires captivantes qui donneront des ailes à vos rêves et du carburant à votre esprit. Ensemble, nous allons explorer les confins du globe, mais surtout les confins de l'âme humaine. Car mes invités vous feront découvrir comment le voyage peut être bien plus qu'un simple changement de décor. Si vous vous demandez comment tout plaquer pour réaliser vos aspirations les plus folles, comment embrasser l'inconnu sans perdre pied, ou simplement comment adopter une vision nouvelle de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On est déjà à l'épisode 5 de la saison 4 et je suis trop contente que ça ait repris. Alors vous l'avez peut-être remarqué, j'ai décidé de rechanger à nouveau et de passer d'un rythme de 1 épisode par semaine à 2 épisodes par mois, hebdomadaire à bimensuel comme on dit dans le milieu, tout simplement parce que je vous ai posé la question pour savoir ce que vous attendiez, est-ce que vous arriviez à suivre le rythme, et vous avez été très nombreuses et nombreux, 93%, à me dire que vous n'arriviez pas vraiment à suivre le rythme, en tout cas que le rythme de 2 épisodes par mois vous suffisait, donc voilà, on est repassé sur ce format-là. Bref, tout ça pour vous dire que je suis super contente de vous présenter mon invité du jour, car c'est une femme épatante. Je sais que j'aime toutes mes invités et que je vous dis ça à chaque fois, mais là, vraiment, chaque parole, chaque phrase, chaque expérience partagée par Linda est à écouter, noter et concrètement à afficher sur les murs de son appartement. Si, carrément, vous allez voir. Linda, c'est une aventurière, une vraie. Elle a grandi dans le nord de la France, en Picardie, et elle a toujours imaginé des aventures dignes d'Indiana Jones dans son jardin. Et aujourd'hui, c'est une des rares femmes membres de la Société des explorateurs français. Alors comment une jeune femme qui rêvait de piloter des avions de chasse a-t-elle fini par explorer le monde, vivre avec des nomades éleveurs de rennes et apprendre le russe en 2 mois ? Par exemple, parce que ça, c'est juste une expérience parmi tant d'autres que Linda va vivre dans sa vie d'aventurière. Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Et dans cet épisode, on parle de plein de choses, et notamment de croire en ses rêves et en son talent pour les réaliser, de l'influence du mouvement du corps sur le mouvement de l'esprit, de l'importance de se détacher du regard des autres pour aligner ses pensées, paroles et émotions, et du luxe du simple fait de se poser des questions. Et plein d'autres choses parce que, avec Linda, tout était tellement intéressant que, on a été un peu dans tous les sens. Donc oui, l'épisode est long, mais non, vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde, je vous le promets. Donc si vous aussi vous êtes déjà imaginé Indiana Jones, aventurière solitaire avec le besoin de découvrir le monde, alors cet épisode est fait pour vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Linda. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur De Vraies Vies. Donc merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que je te suis, ça fait depuis le début 2018. Et que je veux t'accueillir sur De Vraies Vies, donc je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui pour cette 5e saison. Linda, ça fait depuis 12 ans que tu as fait du voyage ta vie. Tu es exploratrice, écrivaine, conférencière, mais aussi égérie. Après une carrière dans l'armée et au ministère des Finances, t'as tout quitté pour explorer le monde, et aujourd'hui, à travers donc tes livres, tes conférences, tu partages tes expériences uniques et tu vas inspirer les autres à écouter leur intuition et à remettre de la spiritualité dans leur vie. On va commencer par une question que j'aime bien poser, qui est un peu classique, mais j'aime bien revenir au début du début. Comment est-ce que tu étais quand tu étais petite ? Quelle petite fille tu étais ? Est-ce que tu avais des rêves ? Est-ce que tu avais des rêves de voyage ? Ah ouais, heureusement, j'avais des rêves. Et
Le qualificatif qui me vient quand je pense à mon enfance, en fait, c'est ma mère qui me le donnait. J'étais une petite fille sauvage. Ah. Je pense que ça reflète encore ce que je suis aujourd'hui et ce lien à la nature sauvage. Elle me disait ça parce que je passais beaucoup de temps seule dans ma chambre. Soit je lisais énormément. Pour différentes raisons, les livres m'ont été d'un grand recours, notamment parce que j'ai pas eu une enfance très facile. Parce qu'il y avait pas mal de violence à la maison. Mes parents ont une relation très conflictuelle. Quand je devais, ça a commencé quand je vais avoir 8-9 ans. Et du coup, comment fuir les livres. Et puis, j'allais beaucoup... j'ai grandi à la campagne, dans le nord de la France, en Picardie. Donc, je passais beaucoup de temps dans le jardin à m'inventer... justement, on parle de vraie vie, mais là, pour le coup, je m'inventais une vie déjà d'aventurière. Parce que j'avais vu les films d'Indiana Jones, qui était... C'est ce que j'allais te demander. qui était mon idole. Ouais. Et en fait, c'est assez drôle parce que souvent on dit oui, il faut créer des modèles féminins pour les petites filles, mais moi, le fait que ce soit un homme, ça ne me posait aucun problème. Et du coup, je me créais des parcours imaginaires. Je me suis j'avais un grand jardin, même quand les amis venaient, j'organisais des chasses au trésor, des choses comme ça. Et donc, j'étais déjà très en lien, alors d'une part avec cette capacité d'être seule et de prendre plaisir à être seule, avec l'imaginaire, mais ça, je pense que comme beaucoup d'enfants. Et puis, ce goût d'aventure, de nature, et en même temps aussi le goût du dépassement, au sens où c'était un peu plus tard quand j'étais au collège, donc tu vois, à partir de 11-12 ans, je voulais toujours aller au-delà, c'est-à-dire que mon père me fixait des limites. Je franchissais ces limites, je faisais le mur, je sortais la nuit, j'attendais qu'il se couche, de rebelle. Et puis aller voir les champs, aller me promener dans les bois, y compris la nuit, passer au-dessus des barbelés. J'avais ce truc d'explorer à l'époque l'environnement naturel qui était autour de chez moi. Et parce qu'en fait, quand on est une femme, notamment une petite fille, on nous dit souvent de nous méfier, on nous dit que le monde est dangereux. En tout cas, moi, c'est l'éducation que j'ai eue avec une maman qui est qui a peur, qui a beaucoup de peur. Est-ce que toi, ces peurs-là, tu les ressentais? Parce qu'en fait, tu dis que t'explorais la nuit, etc. Est-ce qu'elles sont nées par la suite parce qu'on te les a inculquées, ces peurs, ou est-ce que... Oui, je comprends ce que tu dis. En fait, je pense que d'une certaine manière, j'ai eu cette chance où sans doute mes parents, que ce soit mon père ou ma mère, ne m'ont pas projeté déjà des peurs. Ouais. Après, tu vois, tu me disais, cet instinct rebelle, je pense que de toute façon, c'était plus fort que moi. Donc bien sûr, j'avais des peurs. Une fois, je me souviens, je marchais dans mon village, c'était la nuit, puis à un moment, il y a même les poteaux électriques qui s'éteignent dans les villages. Donc je sais à partir de quelle heure. Et puis j'avais un pote on devait se rejoindre à un moment, parce que c'était l'époque adolescente, on devait partir, je sais pas où. Il y avait pas de smartphone à l'époque. Il y avait pas de smartphone, exactement. C'est important de préciser, parce que du coup, on se donnait des rendez-vous à des heures et des lieux précis. Et donc, je marche en nuit noire et je crois que j'avais même pas de lampe de poche. Donc en fait, je devinais à peu près les trottoirs. Et à un moment, il arrive avec sa lampe de poche, en plein dans ma tronche, donc je suis éblouie et il dit « Madame Bortoletto, qu'est-ce que vous faites ?» Je me souviens. Et donc là, j'ai eu peur sur l'instant. Mais en fait, c'est un peu comme quand je voyage, c'est-à-dire que je ne projette pas, je n'anticipe pas les peurs. Et après, est-ce que, parce que elles m'ont pas été inculquées, est-ce que c'est lié à mon caractère? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que mon désir de vivre ce qui me fait envie est tellement fort que quand bien même j'ai des peurs, je les dépasse. Tes peurs ne t'empêchent pas de réaliser ce que tu as envie de faire, quoi. Exactement. Ok, intéressant. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi que c'est quelque chose... T'as toujours été comme ça, en fait, finalement, quand on replonge un peu. C'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Parce que t'as toujours été quelqu'un d'aventurière. Et en fait, par la suite, après... On va le voir. T'as fait une vie pro un peu plus rangée, avec des cadres. T'as commencé en tant qu'officier de gendarmerie. Car tu étais, si je dis pas de bêtises, ton rêve c'était d'être pilote de chasse. Ouais.
Après, tu vas devenir donc capitaine en gendarmerie, puis un poste de haut fonctionnaire au ministère des Finances. Déjà, pourquoi ce choix de carrière? Est-ce que c'est une évidence ou pardon? En fait, c'est quand même en lien avec l'aventure parce que quand je me pose la question, donc là on est au lycée, qu'est-ce que je veux faire? Enfin, grande question qu'on s'est qu'on s'est tous posée. Moi, je sais que d'un point de vue rationnel, je ne voulais pas être dans un bureau. Donc, qu'est-ce qui me restait comme métier? Plus des métiers. Je suis un guide de haute montagne, tout ça. Et puis à un moment, je précise encore, on est dans une époque où il n'y a pas Internet, donc il y a beaucoup moins d'accès à l'information. Donc je vais à ce qu'on appelle le CDI, le Centre de documentation et d'information. Et puis il y avait des classeurs métiers. Et là, je vois pilote. Alors pour faire le lien, quand même, c'est un élément non négligeable. Mon père lui-même était pilote. Là, à l'époque, il était à la retraite, mais du coup, en fait, ça m'a semblé évident. Et une fois encore, le fait de m'identifier plutôt à une figure masculine, enfin, ça me posait pas de problème. Et je me suis dit, ouais, carrément, c'est l'aventure. Enfin, mon père, c'est mon premier héros. Enfin, mon aventurier. Et alors lui, sauf qu'il était dans le privé, dans le civil, il pilotait des petits avions. D'accord. C'était pas un pilote de ligne, il pilotait des petits avions en Asie. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère en Indonésie. Et après en Afrique, il faisait du transport de personnes, d'animaux, de orang-outan, enfin des choses comme ça. Ouais. Donc, il avait déjà, il devait lui aussi te raconter en fait ces histoires. Oui, des histoires de brouses, de savane africaine, de jungle indonésienne. Et à l'époque, on faisait des soirées diapositives. C'est vraiment une autre époque. Ça ne rajeunit pas. Ouais. Et du coup, je me dis, oui, c'est évident. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, avec ce goût du dépassement, je me dis, mais moi, je vais être pilote de chasse. Vraiment le côté extrême, quoi, aller plus vite que tout, quoi, dépasser le mur du son. Enfin, ça me faisait rêver, quoi. Et donc, j'avais pas encore vu Top Gun à l'époque, je crois que c'était pas encore sorti. Mais en gros, je m'étais dit, ça me fait rêver. Et là, encore une fois, tu vois, quand on parle des blocages qui peuvent, parce qu'il y a beaucoup de blocages qui nous sont inculqués déjà par les parents, après l'éducation, la culture, la société, mais déjà les parents. Quand j'ai dit ça à mon père, c'est qu'en fait, pour retracer, c'est mon père qui m'a élevé, parce que ma mère est partie quand j'avais 11 ans, mes parents finalement divorcés. D'accord. Et quand ta mère, donc elle est rentrée, c'est ça, en Indonésie, non, ma mère est partie dans le sud de la France. Ok, d'accord. Elle voulait du soleil, ce que je comprends. Oui. Et nous, on est restés en Picardie. Ce que je comprends moins. Et mon père, j'ai beaucoup de gratitude. J'ai jamais pu lui exprimer parce qu'aujourd'hui il est décédé. Mais quand je lui ai dit, il aurait pu me dire, enfin, toi, en tant que fille, en plus j'étais sa seule fille, il avait eu 3 fils avant, il m'a pas dit, non, c'est pas pour toi. En fait, il m'a juste regardé, je me souviens un peu encore de son air étonné, mais il m'a juste dit, oui, d'accord, on va se renseigner. Parce qu'en fait, lui, il avait pris une autre carrière, donc c'était pas la même. Donc il dit, ok, on va se renseigner, on va aller au bureau d'information de l'armée de l'air, tout ça. Et c'est comme ça que, et en fait, ça correspond, tout ça pour dire que c'est pas déconnecté complètement avec mon désir. Sauf que, du coup, 20 ans, enfin, en fait, 18 ans, je fais une prépa scientifique, 20 ans, j'intègre l'école des officiers de l'armée de l'air. Je suis déclarée inapte au pilotage d'avion de chasse parce que j'ai une scoliose qui fait quasiment 25 degrés, donc j'ai le dos complètement tordu. Et du coup, mon rêve s'effondre. Et c'est, pour relier à ce que tu disais, c'est le pourquoi, à un moment, j'ai basculé de l'armée de l'air à la gendarmerie. Qui était un métier d'action aussi, parce que j'étais première femme lieutenant gendarme à Roubaix, dans le nord de la France, et je commandais 150 gendarmes. Donc j'avais un poste de commandement. Hyper jeune en plus. Ouais, j'étais. C'est ça, quand t'avais 27 ans, c'est ça? J'avais 23 ans à l'époque. Oh, et je commandais 150 gendarmes, ouais. Ah oui. Et après, je passais capitaine à 27 ans. Ah, c'est ça. C'est dingue. Cette ascension. Ouais, c'est les écoles, ce qu'on appelle les écoles d'officiers. Ouais, ça permet d'avoir un poste à responsabilité très vite. À l'époque, ça a changé aujourd'hui. Ok. Et en faisant ça, tu te voyais être un modèle pour les petites filles? Pas du tout, c'était complètement, c'était ton parcours à toi et tu te restes. Ah ouais, complètement. Ouais. J'étais pas. Je pense que quand on a 20 ans, on fait vraiment les choses pour soi. Donc. Ouais. Et ce qui est très bien d'ailleurs, c'est la vie, c'est avant tout comment on peut s'épanouir soi. Donc non, je menais ma barque avec plus ou moins connecté à mes désirs, parce que bien sûr il y avait ce désir rationnel, mais quand même assez profond, quoi, assez viscéral d'aventure. Mais sauf quand je te parle de rationnel, c'est que l'armée. Après, je comprends s'il y en a pas pour ceux qui nous écoutent, l'armée c'est quand même
une des structures, voire même la structure la plus rigide dans tous les métiers qu'on peut découvrir. Il y a une hiérarchie super lourde, il y a des règles. Waouh, on nous dit même comment nous habiller. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. L'armée. Et toi, tu y allais pour de la liberté. Ouais. Et au final, tu te retrouves dans quelque chose de très, très protocolaire, en fait. Exactement, avec des grades, avec un avancement qui est très programmé, alors en même temps qui est très rassurant, parce qu'on sait à peu près à quel âge on va être, à quel grade, quoi. Mais du coup, c'est ce que tu soulignes, c'est que très vite, en fait, je me suis sentie à l'étroit dans cet uniforme, dans ce rôle. Alors même si j'avais un poste, comme je dis, à responsabilité, mais je ne m'épanouissais pas. Ça, c'était assez clair. En plus, je me suis mariée assez tôt. Je me suis mariée donc en 2005. Donc j'avais 24 ans. Donc oui, très jeune. Très jeune. Mon mari était un Saint-Syrien. Enfin bon, bref, tout rentrait dans les cases. Et puis voilà. Donc en fait, j'étais déjà dans ce qu'on appelle la routine. Ouais. Et à ce moment-là, à l'époque, comment tu le vis? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, ou est-ce que tu traces ta route et c'est après que c'est venu? Alors, je sentais que je ne m'épanouissais pas, parce que je me souviens encore me dire, mais je suis en train de devenir un légume, mais je le disais consciemment. En plus, j'apprenais plus, parce que c'est vrai qu'en plus, comme j'ai fait des études super stimulantes avec la prépa, enfin, il y a vraiment une effervescence au plan intellectuel, mais là, je me dis, bon, bah, finalement, ok, j'ai un poste de commandement, j'ai des responsabilités, mais malgré tout, c'était un process. Et j'étais dans cette sorte, je ressentais déjà la mécanique de la routine. Avec mon mari, c'est pareil, c'était quelqu'un de très bien, quoi. Ça se passait bien, on avait une jolie relation, mais moi, qui aimais justement ces sensations fortes, le dépassement, c'est cette sorte d'ivresse de la vie, je l'avais pas du tout. Sauf que, et ça c'est vraiment un point important, c'est pour relier à l'histoire de mes parents. Donc mon père m'a eu assez tard, il avait 50 ans quand il m'a eu, donc mon père était vieillissant. À cette époque-là, il avait passé 70 ans. Et surtout, après le départ de ma mère, il a sombré dans l'alcoolisme pour masquer sa dépression. Donc mon père était dans un très 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 mauvais état de santé, et depuis que j'ai 15 ans, il me disait de toute façon je vais bientôt crever. Donc j'étais confrontée à cette imminence de la mort très tôt dans ma vie, cette menace en gros de la mort et de la disparition de mon père. Et du coup, je suis aussi, cette carrière que j'ai prise, c'était aussi pour ne pas être un souci de plus pour lui, parce que je voyais très bien que la vie était lourde à porter. C'est pas de ma faute, il m'a jamais rien imposé ou quoi que ce soit, mais moi en fait, c'est quelqu'un, une fois, une psy qui avait lu mon premier livre, qui m'a dit, oui, vous avez été la mère, voire même la grand-mère de votre père. En fait, j'ai porté un poids, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de la sauveuse, quoi. Se dire, voilà, je vais tout faire bien, tu vas être bien. Et en fait, donc le fait de pas être épanouie, en fait, j'ai tout fait ça. En fait, j'avais mis une sorte de couvercle à mes émotions, en me disant, et puis en plus, pour replacer aussi dans le contexte, en gendarmerie, on voit toute la misère de la société, des choses très sombres, des meurtres, des viols, des agressions, la violence. Donc du coup, on ne s'écoute pas, parce que si on s'écoute, on déprime, quoi. Oui. Et du coup, tu bloques les émotions, en fait. Je bloque les émotions. Et comme il n'y a pas de frontière entre le professionnel et le personnel, si on bloque les émotions au boulot, on bloque aussi les émotions dans le perso, quoi. Donc du coup, tout ce qui n'allait pas en moi, je le sentais, mais je ne l'écoutais pas. Puis on sait bien que quand on n'écoute pas, au bout d'un moment, ça explose. Ça sort, voilà, de la meilleure manière. Oui, exactement. Et justement, on arrive à ce moment de déclic, donc la perte de ton père. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas commencer à faire cette introspection sur toi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand tu apprends cette nouvelle? Ouais, alors du coup, ça a été vraiment le gros, on va dire, le point de bascule de ma vie, que quand mon père meurt, j'ai 27 ans, et là tout s'effondre. En fait, c'est assez brutal. Alors il y a quelques mois, vous savez, dans la courbe de deuil, là, il y a cette phase de déni. Donc, il y a quelques mois, en fait, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai été la femme forte, tout va bien, je retourne au boulot. Même, je me souviens que mes collègues, une fois, par reflet, ils hallucinaient de voir à quel point je n'en parlais pas. Parce que j'étais complètement dans le déni. Et puis, à un moment, ça a pris, je me souviens, un moment, c'était 5 mois. Je suis partie en stage à New York pour travailler là-bas.
Et je me suis retrouvée seule et c'est là où je me suis effondrée, parce que j'ai pris conscience de tout mon mal-être, de tout l'effondrement de mes repères. Parce que mon père, c'était mon pilier, et lui disparu, tout ce que j'avais construit pendant toutes ces années n'avait plus aucun sens. Et c'est là où je commence, comme tu dis, cette phase d'introspection qui a duré 2 ans. 2 ans de nuit noire, 2 ans d'obscurité, 2 ans de torture intérieure, 2 ans d'insomnie. Alors j'ai pas fait de burn-out, parce que ça peut se manifester comme ça, hein. Pourtant je bossais vraiment comme une tarée aussi à l'époque. Mais en fait c'était plus l'alcool. En fait j'avais une double vie, c'est-à-dire que à cette époque-là, donc j'étais détachée, je travaillais au ministère des Finances à Paris. Donc j'avais ce rôle de working girl, tailleur, au talon, tout allait bien dans le boulot. Et en fait quand je rentrais, donc déjà je me sépare, c'était la première évidence, je me sépare de mon mari. Donc je déménage. Quelques mois après, donc. C'est ça. Ça à peu près 6 mois, 1 an après la mort de mon père. Donc je déménage, je m'installe seule, et en fait le soir en rentrant du boulot, je sortais dans les bars jusqu'à la fermeture, je buvais, et c'est ce qui m'a permis, en fait, ça fait partie de mon cheminement intérieur dans cette folie nocturne où je suis à Montmartre à l'époque. Je rencontre des artistes, les artistes de la rue, hein. À fleur de peau, des écorchés vifs, mais qui eux sont complètement, même trop, mais à l'époque j'avais besoin de ça en lien avec leurs émotions, parce qu'en fait ils créent grâce à leurs émotions, et notamment grâce à la torture de leurs émotions. Oui, si c'est des émotions positives. Bon. Et en fait, par reflet, je me souviens à un moment, je me suis dit, mais j'adorais, quoi. Il y avait des poètes, des peintres, des sculpteurs. Comment tu rencontres ces gens-là? Dans les bars. Ok. Oui, parce que c'est vraiment, quand je parle des artistes, c'est des artistes de rue, hein, ceux qu'on voyait, parce que maintenant ça a changé, à la place du Tertre, qui gagnait 50 balles, c'est la chanson d'Aznavour, hein, qui gagnait 50 balles en peignant une toile, et puis le soir, ils nous invitaient à boire un verre, quoi. Ils dépensaient tout leur fric, ils s'en foutaient, quoi, ils vivaient au jour le jour. Je côtoyais même des SDF que je connais toujours, qui sont là-bas, et voilà, qui vivent dès qu'ils ont un peu d'argent, non seulement ils dépensent, mais ils partagent. Enfin, c'était un truc de fou de vivre ça, quoi. C'est cette vie sans souci, au sens propre du lendemain. Finalement, c'est des bouddhistes à part entière, quoi. Presque des bouddhistes suprêmes. C'est marrant parce que c'est vraiment à l'opposé de la vie que t'avais. Très rangée, très justement ancrée dans le futur, où tu disais, je sais à peu près à quel âge, je vais avoir quel grade. Eux, c'est vraiment l'inverse, quoi. L'opposé. T'avais besoin de ça, peut-être. Exactement. Je passais d'un extrême à l'autre, et d'ailleurs, ça fait partie de mon caractère d'être surtout à cette époque-là. Je suis plus dans l'équilibre avec l'âge. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment dans ce truc extrême, parce que ce que je vivais émotionnellement, c'était extrême. C'était une explosion. C'est un feu d'artifice dans ma nuit noire, quoi, d'émotions et de douleurs, de souffrances, de tout ce que j'avais ignoré pendant 28 ans, quoi. Toute cette souffrance qu'il y avait énormément, je portais énormément de souffrance en moi, liée à mon père, liée à mon enfance. Et en fait, avec ces artistes, à un moment, je me dis, mais c'est quoi, moi, mon art? Parce que, alors déjà, il y avait la lecture, donc du coup, il y avait l'idée d'écrire, mais c'était surtout les voyages. Et en fait, là, je renoue avec mes rêves d'enfance, alors rêves d'aventure, mais aussi rêves de voyage, rêves de liberté. Et c'est là où, en fait, je décide, et eux me confirment ça, ils me disent, mais Linda, je me souviens, j'ai un ami peintre qui me dit, mais quand tu parles de voyage, parce que je partais en voyage pendant les vacances, hein, j'avais quand même déjà ça, quoi, cette conscience. Et à un moment, je revenais de Tanzanie, j'avais gravi un volcan, il y avait le Kilimandjaro, mais un autre volcan en plein dans la savane. Enfin, c'était un truc de fou. Oui, donc tu faisais pas des vacances non. serviettes. non. Déjà des vrais voyages avec une recherche d'aventure. Ouais. Puis il y avait le côté sportif. Hein, j'adorais ça, quoi. Et en fait, un ami peintre, il me dit, mais quand tu parles de ce volcan qui s'appelle le Lengai, il dit, mais Linda, il dit, tes yeux flamboient, il fait, tu es le phénix, tu renais de tes cendres. Et en fait, quand il me dit ça, la preuve, tu vois, 15 ans après, quasiment 15 ans après, je me souviens, et je me dis, mais il a raison. Moi, mon art, c'est le voyage. Et à un moment, c'était l'évidence, je vais voyager et écrire. Et c'est comme ça que j'ai posé les bases de ma nouvelle vie et de ce que je fais aujourd'hui. Donc ça a été la révélation. Ouais. Et comment est-ce que tu l'as concrétisé? Parce qu'entre passer d'un rêve, comment tu t'es autorisée aussi à dire, en fait, j'y vais?
Ah ben en fait, je me suis autorisée. Ça c'est mon mode bulldozer. Ouais. C'est bien. C'est que alors pareil, je sais pas d'où je tiens ça, mais de la même façon quand j'étais une nana 15 ans que je dis je vais être pilote de chasse, tout le monde me prenait pour une dingue. En plus j'étais sportive. Oui, j'étais déjà sportive, mais bon, j'étais hyper maigre à l'époque, on me disait mais toi dans l'armée mais n'importe quoi, enfin, on se foutait de ma gueule quoi. Mais là pareil, je me suis pas posé de questions, tu vois, j'ai voulu être intégrer l'école des officiers d'armée de l'air, je l'ai fait. Pour une raison médicale, j'ai pas pu être pilote de chasse, mais tu vois, j'avançais quoi. Et de la même façon, après, c'est vrai que, tu vois, quand je disais, j'ai 23 ans, je me retrouve en poste de commandement, je commandais des opérations sur le terrain, enfin, des trucs sérieux, quoi, tu vois, on risque sa vie. Donc, à un moment, je pense que j'ai pris toutes ces ressources, toute ma formation pour me dire, bon, bah voilà, je construis mon projet, je veux faire ça, comment je fais, tu vois, il y a le côté rationnel. Ouais. Sauf que, en même temps, tu vois, j'avais cette raison que j'avais construite par rapport à mes études et mon métier. Donc, mais cette raison, c'est finalement, cette fois-ci, je la mettais au service de mon intuition, au service de mes désirs, au service de mes rêves. Et c'est en alliant les deux, tu vois, en alliant ma raison à mon instinct, à mes rêves, à mes désirs, que j'ai pu construire ce que je suis devenue aujourd'hui. Ça a pris du temps, beaucoup de doutes. Bien sûr, tout à l'heure, on parlait des peurs. Bien sûr, j'ai eu des peurs, des doutes. Plein de gens qui ne croyaient personne, qui croyaient en moi. Enfin, clairement, il y a personne qui croyait en moi. Enfin, tu viens de nulle part, machin, tu connais rien. Même moi, je sais pas comment j'avais trouvé de l'argent. Je n'avais aucune idée de tout ça. Et puis, donc là, on avance quand même dans les années. Donc, Internet est né entre-temps. Donc, du coup, je voyais, j'ai commencé à découvrir. Il y a du sponsoring. Tiens, comment on fait pour trouver des sponsors? Donc, j'ai trouvé mes propres sponsors. Puis après, je découvre des gens qui font des conférences. Et bien, en fait, une fois que je suis partie pour mon premier grand voyage, je dis, moi aussi, je vais devenir conférencière et je vais pouvoir vendre des conférences et des formations aux entreprises. Ça, tu l'avais dès le début dans ton projet ou c'est venu à force de... C'est venu au fur et à mesure, ce que j'ai vu sur Internet, et puis en rencontrant des gens, j'allais dans des salons, les salons de la randonnée, salons, je sais plus quoi, du voyage, faire des trucs comme ça, et je rencontrais des gens et ça me donnait des idées, ça m'inspirait, d'où l'importance aussi de s'inspirer les uns les autres. Tout à fait, c'est pour ça qu'on est là. Mais revenons sur ce point de départ, en fait, ce moment où tu te dis, ok, en fait maintenant j'y vais. Est-ce que tu l'as envisagé comme vraiment une reconversion parce que tu parles de sponsors, etc. Est-ce que tout de suite ça a été dans ton objectif d'en faire une autre vie, ou est-ce que c'était pour toi une parenthèse et après t'allais voir ce que t'allais faire? C'est la deuxième option. Ouais. C'était au départ, donc ça a été super radical, parce que je démissionne. Ouais. Donc je m'occupe même pas. Donc à l'époque, quand je démissionne, j'ai 30 ans. Donc c'était, je me souviens, j'ai pris une date symbolique. C'était le 18 juin 2011. J'avais pensé à l'appel. C'est la veille de tes 30 ans, c'est ça? Non, mais en fait 18 juin parce que je voulais m'en rappeler toute ma vie avec l'appel du général de Gaulle. Mon côté militaire, hein, n'oublions pas. Ça. J'étais là, Ah oui, okay. L'appel à la résistance. Ah oui. Et donc je m'étais dit, je choisis une date de démission symbolique pour m'en souvenir toute ma vie, parce que je savais, enfin sans savoir ce qu'allait se passer après, je savais que c'était une date importante. Donc 18 juin 2011, donc effectivement la veille de mes 30 ans. Et en fait, la veille, je suis née au mois d'août, pour ceux qui se posent la question, mais en gros la veille symbolique de mes 30 ans. Et en fait, je démissionne brutalement, donc sans penser. Je sais, des fois on dit la retraite, tout ça, ou rien. J'avais aucun droit, parce que quand tu démissionnes, t'as aucun droit. Les retraites, aujourd'hui même, je sais même pas ce qu'il en sera, mais c'est pas grave. Mais en fait, je suis tellement portée par mon feu intérieur, qui est ce désir, par cette certitude que c'est ma voie, sans savoir, que je veux voyager. Tu vois, je veux d'abord faire un grand voyage. C'est ça que je veux. En fait, je veux partir à l'aventure, faire tout ce dont j'ai rêvé. D'où le choix. Tu vois, encore, je parlais des extrêmes, mais je choisis l'extrême-orient de la Sibérie, le Kamchatka, donc c'est tout au bout à droite de la Sibérie pour ceux qui ne savent pas où c'est. Plus l'Alaska, donc l'extrême, pour le coup, l'extrême occident du continent américain. Donc, je me dis, je vais partir au Kamchatka et à l'Alaska, là où il y a personne qui va, ou presque personne, quoi. Qui est extrême en termes de conditions aussi, de température, conditions de vie.
Ouais, c'est comme je vis avec des nomades, éleveurs de rennes, donc un peuple, je parle pas le russe. J'ai 2 mois pour apprendre à parler russe avant de partir là-bas, parce que, enfin, c'était un truc, même aujourd'hui, je me dis, c'est très bien l'insouciance et la naïveté, parce que je sais même pas si aujourd'hui je le referais, mais en fait, c'est génial. Enfin, moi, je dis, tu vois, aujourd'hui, j'ai 41 ans, mais waouh, enfin, celles qui, je pense qu'il y a un grand public féminin qui nous écoute, donc celles qui nous écoutent entre 30 et 40 ans, mais pour moi, c'est l'âge d'or, parce qu'on a encore cette insouciance. Après, on est plus sage, on est plus posé. On part moins comme ça du jour au lendemain. Ouais, mais il faut profiter, il faut surfer sur cette insouciance, hein, et pas trop se poser de questions, parce qu'en plus, il y a un point aussi qui est important, les pleines ressources physiques. Donc se dire, voilà, j'ai la santé. Alors là, je sais que je parle comme une vieille, hein, parce qu'à l'époque, on me disait, oui, la santé, oui. Quand je souhaitais la bonne année quand je travaillais à Roubaix, tu vois, j'avais des gendarmes qui étaient très âgés, beaucoup plus âgés que moi, qui avaient une 50aine d'années. Et ils me disaient, oui, la santé, lieutenant, la santé, lieutenant. Je dis, qu'est-ce qui me gonfle avec leur santé? C'est pas ça. Ah oui, c'est pas les mêmes objectifs, quoi. Mais aujourd'hui, je suis en très bonne santé, bien sûr, bénédiction pour ça, mais enfin gratitude, mais c'est vrai que c'est un âge où globalement, en théorie, on est en pleine capacité de nos ressources, et cette insouciance, il faut surfer là-dessus, quoi. Et tu vois, c'est tout ça combiné qui fait que, pour répondre à ta question, je ne savais pas ce que j'allais faire après. Je savais que je partais pour ce grand voyage, je savais que voilà, je voulais voyager et écrire, mais après je savais pas encore que j'allais en faire un métier. Mais je me suis dit, bon, j'avais créé mon auto-entreprise, là, en 2011, parce que ça existait déjà, en me disant, bon, je vais travailler comme consultante derrière, pour des trucs, parce qu'en même temps, j'avais fait une formation en stratégie, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Et voilà, il y a quelqu'un qui faisait des rapports stratégiques, des trucs bizarres, quoi. Et je me dis, bon, je vais bosser là-dessus, en rentrant, mais on verra, quoi. On verra. Et parce que tu dis, donc je pars guidée par une certitude, rien n'est impossible si je crois en mes rêves et en me donnant les moyens de les réaliser. Du coup, ça c'est vraiment ton mantra, j'ai l'impression. Oui. Rien n'est impossible. De mon point de vue, non. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Après, la condition, il y a quand même une grande condition, c'est que c'est pas forcément pour partir dans des choses extrêmes, mais pour faire, enfin, quand on a un désir au plus profond de ses tripes, enfin, pour moi, c'est un peu comme, je suis croyante. C'est comme un don de Dieu. C'est comme quelqu'un qui aurait une voix magnifique. Enfin, moi, je veux dire, si je veux dire demain je vais être chanteuse, non, ce sera pas possible. Je peux chanter, bien sûr. J'adore chanter les mantras, tout ça, mais je serai jamais une grande chanteuse parce que c'est pas mon don, c'est pas mon talent. C'est pas voilà, c'est pas ce pourquoi je me suis incarnée ici. Donc, rien n'est impossible à un moment si on croit en ses rêves, et ses rêves sont complètement en lien avec quel est ce talent que j'ai, et ces talents, c'est pas un grand mot, c'est pas un gros mot, c'est qu'est-ce qui finalement pour moi, qu'est-ce qui m'a été donné, enfin le don, c'est voilà un don, un talent, qu'est-ce qui m'a été donné, qu'est-ce qui est évident pour moi, qui n'est pas forcément pour les autres. Et moi en fait, mon rêve qui était connecté donc avec mon talent, c'est sans doute, enfin là, je peux en parler en connaissance de cause parce que ça fait 12 ans que je fais ça. Donc ce goût de l'aventure, quoi, m'aventurer n'importe où, dans n'importe quelle condition. Avec ce goût pour l'imprévu, l'imprévisible, pour l'inconnu. Et je pense que oui, mon talent, c'est du jour au lendemain complètement switcher et me dire, ok, j'improvise, je fais ça, et j'adore ça. J'adore improviser. Je déteste le connu. Je déteste la routine. L'imprévisible ne te fait pas du tout peur. Ah non, mais j'adore ça, en fait. Ouais. Parce que justement, enfin, moi, c'est vraiment une question, pardon, que j'ai en ce moment, où je me rends compte qu'en fait, la vie est imprévisible, de toute façon. Et j'ai eu cette discussion récemment de nombreuses fois, mais où on te dit qu'il faut choisir une vision, qu'il faut tu vas se projeter. Même alors à l'époque on me disait où tu te vois dans 5 ans. Et en fait moi j'ai jamais réussi à faire ça parce que c'est tellement imprévisible que c'est très dur pour moi de m'imaginer ma vie dans 10 ans. Et je sais pas si j'ai pas envie de le faire ou si j'en suis pas capable. Et en même temps ça me fait peur, tu vois, ça me fait peur de pas savoir. Ça me rassurait quelque part d'avoir d'un côté ça me rassurait de savoir ok je vais avoir ces étapes-là, et à un moment donné je me dis aussi j'ai aussi ce côté un peu rebelle dire, mais non, pourquoi est-ce que je ferais ça alors qu'en fait tout est possible justement. Et parfois c'est un petit peu vertigineux de se dire que tout est possible, qu'il y a trop de choix.
Ouais, complètement. Ne pas savoir. Ouais, c'est, tu sais, justement, parlant d'Indiana Jones, c'est cette fameuse image dans La Dernière Croisade. Alors, j'en fais la filmographie. Ouais. En fait, à un moment, c'est la quête du Saint Graal. En fait, c'est mon film préféré d'Indiana Jones. Hein. C'est pas mon film préféré dans l'absolu. Et en fait, tu vois, à un moment, il est donc il y a plein d'épreuves pour aller chercher le Saint Graal, et il arrive au sommet, au bord d'un précipice. Et c'est le saut de foi, c'est qu'à un moment, donc il y a pas de pont pour passer de l'autre côté, parce qu'en fait il y a une porte de l'autre côté, mais c'est pas comment l'atteindre. Et en fait, à un moment, il y a une sorte de pont invisible qui se dessine parce qu'il décide de faire ce pas dans le vide. Et ce pont invisible se dessine au moment même où il franchit, où il pose ce pas. Donc ça s'appelle le saut de foi. Et comme tu dis, c'est vertigineux, c'est exactement ce terme-là. Tu sais pas, mais t'y vas. Et je trouve que tu devrais pas avoir peur. C'est une grande qualité. De ne pas savoir. Ouais. Ouais. Mais on est quand même dans un monde où, alors en tout cas en France, tu vois, on a ce truc de, faut imaginer ce que sera demain, et c'est un petit peu ça qui va te guider, etc. Et c'est ça que je pense qu'il y a plein de gens, dont je fais partie, et plein d'autres gens, notamment qui écoutent ce podcast, je pense, qui justement ont pas envie de ça, ont pas envie d'avoir une vie dessinée à l'avance, etc. Mais en même temps, parfois, on se retrouve un peu confronté à devoir, à cette pression extérieure. Même si ça fait plusieurs années que j'essaie d'en sortir, tu vois. Oui, il y a une pression sociale, mais clairement, c'est et puis dans l'inconscient, des choses qui nous sont transmises par nos parents, nos grands-parents. Il faut être sur des rails, une carrière. Il faut savoir, parce que ça rassure cette nécessité de contrôle. Mais je dirais que d'autant plus aujourd'hui, dans l'ère où nous vivons. Où il y a beaucoup d'imprévisibles, d'imprévus. On parle souvent de grands changements, le changement climatique, c'est lié. Hein. Tout à fait. On voit bien. Enfin, je veux dire, la météo, on n'est même pas foutu de prévoir la météo. Je parle même pas de demain, de cet après-midi, quoi. On est en juillet, il pleut. Donc à un moment, il faut se dire que, pour ceux qui se diraient oui, mais il faut prévoir et qu'on se goûte pour l'imprévu, je dirais c'est génial, c'est une grande qualité, notamment pour faire face au monde d'aujourd'hui. Il faudrait même cultiver cette capacité à. Alors, c'est pas à ne pas prévoir, parce qu'à un moment, on organise quand même son planning et c'est bien. C'est important d'être un minimum organisé, mais de faire face à l'imprévisible, de se dire si j'ai prévu ça et que c'est une autre option qui se présente, c'est pas grave. C'est que tel est le cas, et là pour le coup, c'est dans les spiritualités orientales, c'est dans l'acceptation de ce qui est. L'adaptabilité, parce que justement, toi par tes voyages, en fait, tu fais des voyages tellement extraordinaires, j'ai envie de dire, tu pars loin, tu pars longtemps, etc. Est-ce que justement il n'y a pas cette notion où tu dois prévoir? Ou comment tu te prépares? Comment est-ce que tu te prépares à ces voyages-là? Ouais, alors tous les voyages que j'ai faits, c'est assez simple. Enfin simple, je vais dire que c'est assez simple. Non mais en plus c'est vrai, j'ai une destination qui m'apparaît. Donc là depuis, quand je parlais de cette déconnexion, aujourd'hui je suis extrêmement reliée avec mon intuition. D'autant plus depuis parce qu'à un moment j'ai voyagé dans l'Himalaya, donc la première fois c'était en 2013, donc tu vois il y a 10 ans, je découvre la méditation, les techniques yogiques, le yoga, tout ça. Clairement, et la marche, parce que je suis une grande marcheuse, hein, c'est tous les voyages que je fais, la plupart du temps, la majorité du temps, c'est à pied. Et toutes ces techniques-là m'ont permis vraiment de me connecter à mes intuitions, mes sensations, à ce que je ressens. Et donc, c'est comme ça que je choisis mes projets, et notamment mes destinations. C'est comme ça que j'écris aussi. C'est vraiment quand on parle dans la médiumnité, ils disent de canalisation. Enfin, j'essaye vraiment d'être un canal qui reçoit ce que je dois faire et ce que je dois transmettre, en fait. Et donc, toutes ces techniques yogiques m'ont aidé à ça. Et en fait, quand je dis c'est assez simple, mes voyages, parce que du coup, à partir du moment où mon curseur s'est bloqué sur une destination, par exemple la dernière, pour citer la dernière, donc je suis partie en Indonésie, c'est le pays de ma mère, donc il y a eu ce besoin de me reconnecter avec ma lignée maternelle, donc mon curseur s'est figé là-dessus, donc je sais que pour une certaine raison, je dois aller là-bas, et puis j'avais commencé par Bali. Alors que je fuis plutôt les régions touristiques. Oui, Bali, c'est assez... et Bali, très touristique. Mais bon, il y a toujours ce défi en me disant, c'est pas grave, je vais trouver les chemins hors des sentiers battus, ce que j'ai d'ailleurs trouvé. J'ai trouvé un Bali totalement méconnu, hein, même des Balinais eux-mêmes, c'est assez drôle, quoi. Et après, tu vois, je réserve mon billet d'avion et je pars, quoi. Donc j'ai un point de chute, j'ai un point d'arrivée, et le reste,
Et on parlait d'improvisation. À partir du moment où j'ai défini mon point de chute, le reste est improvisation et connexion à mon ressenti. Et ce que j'apprends des rencontres, ouais, c'est du au jour le jour, je te dirais même au pas le pas, puisque c'est en marchant que je découvre ces régions. Donc à chaque rencontre, je vais nourrir mes désirs, mon ressenti, et du coup, je vais me réorienter par rapport à ce que je vais faire. Donc pas de plan. Et est-ce que tu as une durée aussi? Ou est-ce que tu dis, je prends un billet et puis on voit combien de temps j'ai envie de rester? Alors globalement, je sais des fois j'ai des obligations professionnelles, donc je sais, mais en général je pars, de toute façon depuis 12 ans je suis partie au moins 3 mois, donc je pars de 3 à 6 mois, voire 9 mois par an depuis 12 ans. Donc en fait j'ai un billet retour, mais que je prends toujours modifiable. Donc du coup, il y a des fois il m'arrivait de rentrer un peu plus tôt quand j'ai traversé le Tibet oriental à vélo, et à un moment j'ai senti que il était temps de rentrer. Ok. Il y a d'autres fois, je savais que mon exploration. Alors quand je parle d'exploration, c'est pas tant exploration extérieure, c'est plus exploration intérieure. J'ai senti qu'il y avait encore des choses à résoudre en moi, des choses à découvrir en lien avec la terre que j'explore. Et du coup, je reste. Et je repousse mon retour, tout simplement. Ouais, c'est dans les deux sens, en fait. C'est à la fois, c'est pas se forcer à rester quelque part parce que tu te l'as imposé. Et encore une fois, ça demande beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité. Ouais. Et d'être connecté aussi avec ses ressentis. Ah oui, c'est la condition. Et notamment dans le voyage en solitaire, le voyage solo, et notamment nous en tant que femmes, où il faut pas se leurrer, il y a plus de risques quand on est une femme. Hein. Je dis pas quand on voyage quand on est une femme, c'est qu'il y a plus de risques quand on est une femme dans ce monde. Hein. Tout simplement, être connecté à son ressenti, à ses sensations, à son intuition, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'invite vraiment, ce qu'on me dit de comment développer ce ressenti, c'est il y a pas 150 manières, hein, c'est l'écoute de soi, donc les pratiques yogiques, la marche, se retrouver seul avec soi, quoi. Pratiquer chaque jour, c'est la clé. Ok, et donc ça s'apprend. C'est quelque chose que toutes les femmes ont, et parfois on l'écoute pas parce qu'il y a justement des couches de la société. En fait, ça s'apprend, ça se redéveloppe. Ah, complètement, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on parle dans le yoga de la pratique. Hein, c'est de la pratique. Hein, c'est pas quelque chose de l'ordre du mental en disant je veux m'écouter. On peut lire 150 000 livres sur comment s'écouter. À un moment, c'est un exercice. Hein, ça se muscle. L'écoute de soi se muscle par la pratique de la méditation, de la marche. Quand je dis la marche, c'est plus accessible. Hein. Donc, pourquoi la marche? Parce que tout simplement, on n'est pas pourquoi en fait on s'écoute pas? On est diverti par tout un tas de choses extérieures, donc soit le monde extérieur, les réseaux sociaux, ce qu'on nous dit. On est diverti nous-mêmes par nos peurs, nos pensées, nos doutes. Donc, à un moment, la marche permet de marcher notamment dans la nature. Ça permet d'apaiser tout ça. Et à un moment, pour l'expérimenter, quand on marche plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tout s'efface, quoi. C'est comme si on laissait nos bagages, notre trop-plein de pensées, de peurs, de doutes, de conditionnements, tout ça, pas à pas, on le laisse derrière soi et arrive ce moment où on est en contact, on est en corps à corps avec soi, avec son essence la plus profonde. Et du coup, c'est là où on commence à apprendre à s'écouter. Et ça, tu l'as découvert, donc tu as fait de nombreux pays, tu as traversé donc l'Israël à pied, les Andes, tu as fait 2 livres du coup à ce sujet. Ça, tu l'as découvert... Comment dire? Est-ce que tu savais déjà que la marche avait ce pouvoir et donc tu es parti en se disant je veux faire ces pays à pied? Ou est-ce que c'était plutôt le défi sportif qui après t'a amené à découvrir le côté un peu plus spirituel de la marche? Ouais, en fait, ça a été vraiment par expérience. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi j'ai toujours adoré marcher. Hein, comme je disais, à mes premiers treks, déjà quand j'étais petite, je marchais dans la campagne. Mes premiers treks, mon premier trek au Népal, j'avais 20 ans. J'étais partie déjà au Népal faire maintenant un truc ultra connu, le sommet des Annapurna. Mais en fait, à l'époque, j'étais plus guidée par ce truc d'aventure, comme tu le dis, le côté sportif, le dépassement, et parce que après. Dans le ressenti, j'adorais la montagne, la sensation d'être au sommet, d'accéder à un sommet par l'effort de mon corps. Et en fait, c'est après, quand je me suis retrouvée dans l'Himalaya, où j'ai aussi beaucoup marché, j'ai traversé une partie de l'Himalaya à pied, seule, et en parallèle, je m'initie à la méditation.
Et donc je commence à lire des livres sur la méditation, donc en 2013, la première fois où je pars dans l'Himalaya. Et c'est là je me dis waouh, mais en fait ce qu'il raconte sur la méditation, ça correspond exactement à ce que je ressens à travers mes expériences de marche. Et c'est là ce que j'avais pas encore lu de livres qui parlaient de l'aspect spirituel de la marche. Et c'est là que je découvre par pure expérimentation qu'il y a une dimension spirituelle à la marche, et ce qu'aujourd'hui est connu, on peut marcher en pleine conscience, et la marche depuis des siècles est utilisée par les grands mystiques pour ce qu'on appelle de la méditation active, pour s'éveiller à soi. Pour se reconnecter. Certains psychologues qui proposent de la marche, justement d'accompagner, enfin de faire des séances en marchant. Et effectivement, il y a alors ce côté-là où ça devient naturel, en fait, où tu peux accéder peut-être à certaines partie de ton cerveau en marchant que tu n'accéderais pas juste en étant assis dans un environnement fermé, justement. Oui, moi je suis persuadée, et d'ailleurs il y a plein d'études là-dessus, le mouvement du corps induit le mouvement de l'esprit. Et donc d'où il y a eu plein de grands marches. Justement là il y a un livre que je viens de terminer, Méfiez-vous des femmes qui marchent, où l'autrice a fait la biographie de marcheuses, comme par exemple une marcheuse inconnue qui est Simone de Beauvoir, qui est plus connue pour son aspect philosophique, qui est très parisienne, mais finalement c'était une grande marcheuse. Oui, c'est impressionnant. Et puis des peintres anglaises, des peintres américaines. Et en fait, clairement, la marche, et après il y a les grands philosophes comme Nietzsche notamment, ou Rousseau, qui a écrit Les rêveries du promeneur solitaire. Et en fait, toutes ces personnes, des artistes, des philosophes, des écrivains, auraient eu leur plus grande révélation en marchant. Et je le crois. Par exemple, quand moi je suis en phase d'écriture, parce que maintenant j'écris aussi des livres. Soit à un moment quand je suis rarement en panne d'inspiration, mais bon, ça m'arrive moi aussi. Je pars marcher, ou je pratique la course à pied depuis des années, où à un moment j'ai besoin de mettre en mouvement mon corps. Donc je pars courir, donc tranquille, je fais un footing, et c'est vrai que pour moi c'est essentiel. En plus du yoga, parce que aujourd'hui je pratique aussi le yoga, mais la marche et en l'occurrence aussi la course à pied permettent de débloquer des choses, une sorte de sédentarité de l'esprit. Et en fait, ça remet en mouvement les idées, l'imaginaire, ça remet en mouvement tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Intéressant. Et pour les moins sportifs d'entre nous, c'est quand même accessible. Oui. Parce que moi, je sais que le côté course, c'est pas mon truc, mais tu vois, la marche, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même accessible à beaucoup de monde, quoi. Exactement. Justement, tu parlais de l'écriture de tes livres. Est-ce que tu les écris en voyage, ou est-ce que tu as besoin de revenir, d'être posé, parce qu'aujourd'hui, donc, tu habites à Paris? Oui. À quel moment est-ce que tu prends du temps pour écrire ces livres, pour poser tout ça? Parce qu'en fait, ces livres, c'est cette aventure aussi. Comment ça se passe? Dans l'écriture, c'est nécessaire, il y a toujours une phase de décantation de l'expérience vécue. Donc, quand je voyage, et même au quotidien, j'ai toujours mes carnets de notes, donc je prends des notes. Et j'adore la photo aussi, donc pour me souvenir des paysages, donc je prends les photos. Donc dans mes notes, dans mes carnets de notes, c'est surtout le ressenti que j'ai eu à travers mon voyage, ou à travers les rencontres, des choses que j'aurais apprises grâce à des rencontres. Et puis ces fameuses pensées, j'appelle ça des instants flammes, c'est des sortes de pensées joyeuses ou de révélations qui peuvent m'arriver pendant la marche. Et donc tout ça, je note ça dans mon carnet. Et puis vraiment, des détails que je ne souhaite pas oublier. Mais quand c'est visuel, j'utilise la photo. Ouais. Ça me permet de capter vraiment des détails du paysage, des couleurs, tout un tas de choses. Et il se passe en général plusieurs mois. Et il y a des voyages que j'ai faits où je n'ai pas écrit. Par exemple, toute ma période d'Himalaya, où je suis partie au Népal, au nord de l'Inde, au Tibet. J'ai pas écrit là-dessus. Je sais pas pourquoi, ça s'est pas présenté. Mais en fait, à un moment, quand je sens qu'il y a une histoire à raconter, qui se passe plusieurs mois, voire même mon premier livre, il s'est passé plusieurs années avant que je franchisse le cap d'écrire, ou à un moment, je sens qu'un livre, il y a un livre à écrire. Alors je dirais que aujourd'hui, tu vois, là j'ai écrit 5 livres. Avec l'expérience, évidemment, plus j'avance, plus je sens quasiment, en vivant l'expérience, s'il y aura un livre à raconter ou pas.
Mais c'est-à-dire que quand je pars dans un voyage, je me dis pas, je pars pour écrire un livre. Je pars pour vivre l'expérience et potentiellement un livre naîtra. C'est pas une obligation que je me mets, même si j'adore écrire et même si aujourd'hui effectivement aujourd'hui les deux sont connectés. J'aime tellement partager mes expériences et je trouve ça tellement précieux en ce monde où on se sent perdu et moi en fait mes livres, alors certes c'est des livres de voyage, mais c'est aussi des livres où je transmets des enseignements intérieurs de ma propre expérience, voire des enseignements spirituels. Donc j'adore ça quoi. Et alors il y a plein de questions qui me viennent, mais parce qu'en fait on était parti sur donc ce premier voyage et tu disais qu'effectivement tu n'étais pas partie avec l'objectif d'être exploratrice ou aventurière professionnelle. Comment, à quel moment tu t'es dit, en fait, je vais continuer à faire ça? On parle donc de l'écriture des livres. Ça, c'est venu pareil. À un moment donné, il faut s'autoriser à écrire. Parce que peut-être que t'es une très grande lectrice, mais à quel moment tu t'es autorisée à dire, je suis aussi écrivaine, en fait. C'est écrire des livres. Ouais, c'est marrant ce terme-là que tu dis, s'autoriser. Parce qu'en fait, moi, je ne m'autorise pas, je fais. Ouais. En fait, j'ai envie. Je me laisse porter par mes désirs. C'est-à-dire, mais après, je comprends que tu utilises ce terme-là, parce que je pense qu'il y a ces fameux blocages et se dire, mais pour moi, tu vois, dans cette perspective où on peut tout s'autoriser, enfin, tout est autorisé, en fait. C'est à partir du moment où ça nous correspond. Et moi, je me laisse vraiment porter par mes désirs et je me pose pas trop de questions, en fait. Ouais. Non, mais très bien. Mais t'as raison de le dire parce qu'en fait, je pense que j'ai projeté mes propres, tu vois, souvent, mais j'ai projeté mes propres craintes ou des questions que je me serais posées. Et en fait, t'as raison. On n'est pas obligé de s'autoriser puisqu'en fait, on peut tout faire sans avoir besoin de se poser la question est-ce que j'ai le droit ou pas, quoi. Ouais, moi c'est pas vraiment la question que je me pose, c'est pas est-ce que j'ai le droit ou pas, c'est comment je vais faire. Et du coup, il y a cette phase d'apprentissage. Comme tu le dis, à très juste titre, entre lire et écrire, il y a un énorme fossé. Écrire un livre, ça ne s'improvise pas et on nous apprend pas ça. Donc du coup, j'ai commencé à lire des méthodes. C'est très rationnel, des méthodes sur comment raconter une histoire. À l'époque, je me souviens, je m'étais beaucoup inspirée des Américains parce qu'ils sont très doués pour décrire des process. Alors c'est peut-être même trop carré, mais du coup, je me suis inspirée un peu de cette rationalité anglo-saxonne. Après, j'ai ajouté ma créativité française, occidentale là-dedans, quoi. Et ouais, moi, c'est plus comment je vais acquérir les compétences qui vont me permettre de réaliser ce dont j'ai envie. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des conférences. Ça se voit pas, je sais aujourd'hui, mais je suis une très grande timide. Parler en public, c'était mon gros point faible. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, tu vois, quand je partais en réunion au ministère des Finances, donc avec des gens ultra importants, des ministres, des préfets, et tout ça, on posait une question, enfin, moi, j'étais tétanisée, quoi. Je rougissais, j'avais les mains moites, enfin, tu vois, et le fait de rougir, c'est juste terrible parce que plus tu rougis, plus tu penses que tu rougis, et plus tu rougis. Et t'as chaud. Et t'as chaud, et je transpirais, mais. Ouais. C'était fou. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir donner des conférences, tu vois, même trouver du sponsoring, j'étais une très mauvaise communicante. Et donc ça m'a mis plusieurs années avant de réussir à bien communiquer, à prendre confiance en moi, à me dire, en fait là c'est la peur qui est derrière ça, c'est la peur d'être jugée, la peur du regard de l'autre, la peur de pas être, tu vois, après ce côté perfectionniste. Je vais pas être assez bonne, etc. Et en fait, on se fout une pression d'enfer. Et en fait, à partir du moment, je me souviens, il y a un switch qui s'est fait en moi où je me suis dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire de ce que les autres y pensent, quoi? Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Oui. Se détacher du regard des autres, c'est sauver des vies. Ah oui, mais ouais. Clairement, je pense que c'est la plus grande libération, être détaché du regard des autres. Et moi, dans la relation, tu vois, quand je cherchais du sponsoring, quand je fais des conférences, eh bien, à partir du moment où j'ai franchi ce cap en me disant, sois juste ce que tu es. Et à un moment, pareil, je reviens sur les pratiques spirituelles. J'ai appris, alors je l'ai jamais lu dans un livre, mais j'ai appris à faire ça, pareil, instinctivement,
à travailler avec l'énergie des gens, c'est-à-dire à être dans une sorte de mini-méditation avant chaque entretien ou avant chaque conférence, où je me pose. Alors maintenant, je sais le faire consciemment. En fait, c'est des exercices de respiration, mais je le faisais instinctivement et j'englobais l'énergie de la salle ou de mon interlocuteur. Après, ça marche ou pas, mais en fait, en conférence, c'est vraiment très efficace de se connecter à l'énergie de la salle avant de commencer à parler, et puis à un moment, juste de délivrer ma vérité, de délivrer mon histoire, peu importe. Et parce qu'avant, j'étais trop dans le contrôle. Et tu vois, on parlait encore une fois, ce contrôle, le contrôle de ce que je voulais dire, de comment j'allais paraître, en fait, de comment les autres allaient me voir et donc me juger. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché ça, et tout ça, ça a été des années d'apprentissage. Donc vraiment, mais tu l'as fait quand même. Oui. Je veux dire, t'étais pas en mode, je sais que je suis pas bonne là-dedans, donc je vais d'abord progresser toute seule dans mon coin, ou je vais lire plein de livres. Tu t'es jetée quand même dans le bain, t'as fait des erreurs. Ah oui. Oui, j'étais très mauvaise. Hein, voilà, mais faut accepter de passer par au départ, mes conférences, et d'ailleurs, on me le disait, oui, mais machin, enfin, alors ça fait pas plaisir, hein, mais c'est comme ça, comme je te dis, c'est, l'apprentissage, c'est la clé. Ouais. Et pour apprendre, il faut faire des erreurs, il faut se planter, il faut se prendre des remarques et des critiques qui font pas plaisir, et du coup, faut mettre son ego de côté, quoi, tout simplement. Tu parlais de ce switch-là. Je pense qu'après, quand tu switches, t'es plus connecté à tes émotions. Parce que justement, t'es pas dans le contrôle, dans le paraître, et je pense que les gens qui t'écoutent le sentent. Quand tu parles vrai, quand tu parles de ton cœur, et que t'es pas en train d'essayer d'avoir une image lisse et parfaite. Oui. En fait, dans ce switch de se détacher du regard des autres, c'est ce qui permet l'alignement entre les pensées, entre ce qu'on va dire, entre ce qu'on ressent, et pour parler au plan spirituel, entre ce soi, c'est cette conscience absolue qu'il y a en nous. Donc il y a une sorte d'alignement qui donne aussi une sensation d'ancrage. Et ça, je l'ai appris aujourd'hui, pareil, dans le yoga, et notamment, tu vois, j'enseigne, je guide des séances, et je pourrais pas guider des séances de yoga ou de méditation si j'avais pas finalement tout ce que j'ai vécu avant, qui était pas du tout du yoga, qui était juste l'expérience de la vie, m'a appris à m'ancrer et à m'aligner sur ce que je suis, ce qui me permet en fait, tu vois, quand j'encadre des stages, vraiment d'être comme un roc, une sorte de phare pour les personnes qui sont là et qui elles puissent lâcher prise et s'abandonner à leur propre pratique et à leur propre expérience intérieure. Ça, c'est des années d'expérience en fait que tu... Oui, complètement. Tu disais tout à l'heure que aujourd'hui ton objectif c'est le partage, c'est de donner. Mais tu dis aussi que tu ne veux pas être un modèle, enfin tu veux être une inspiration, mais tu veux que chacun trouve sa place. Tu dis à un moment donné cette phrase où tu dis je me suis mise en route vers ce que j'étais, mais en gros ne suivez pas mon exemple. Parce que ça veut dire quoi? Je me souviens pas que j'avais dit ça. Alors t'as pas dit ce terme-là exact, mais moi ce que j'ai compris, c'est en fait c'est s'écouter, et c'est toi ce que tu veux partager, c'est pas forcément que tout le monde, allez-y. Si vous voulez partir faire des aventures, allez-y. Tout le monde n'est pas obligé. Oui, bien sûr. C'est que moi, j'ai ma voix, mais comme je dis, dans mes désirs, c'est ce désir d'aller au Kamchatka. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce désir d'extrême, le désir de voyage, qui est toujours présent, hein, de dépassement. Alors même si j'insiste là-dessus, il y a vraiment un switch à 40 ans. C'est 40 ans pile. Ça, c'est quasiment, ça coïncide, mais vraiment, il y a, en plus, je pense, en tant que femme, tu vois, à 40 ans, il y a une étape, tu vois, moi, j'ai pas eu le désir d'avoir d'enfants, c'est même pas une décision, donc il y a quand même une forme de deuil à faire, de se dire, encore une fois, porter le poids de la différence, tu vois, en parler. Donc il y a 40 ans, après c'est plus ce qu'on nous inculque, 40 ans c'est plus possible ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'il y a une introspection qui se crée à 40 ans de fait. Et même tu vois, je vois mes meilleurs amis qui ont des enfants, et je sais qu'à 40 ans, on en parlait il y a pas longtemps, il y a quelque chose, quoi, il y a une étape. OK. Il y a une étape qui se franchit,
Et moi, tu vois, dans le dernier livre que j'ai écrit, Le miroir de Bali, j'appelle ça l'âge bâtard, parce que on n'est plus tout à fait jeune, mais on n'est pas encore tout à fait vieux. Oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment l'entre-deux. C'est l'âge du milieu, tu vois. On est à peu près, en théorie, à la moitié de sa vie. Il y a eu 40 ans derrière, il reste à peu près 40 ans devant. Et finalement, c'est aussi l'âge, tu vois, moi. J'ai commencé à creuser dans mon passé, dans tout ce qu'on appelle le transgénérationnel, les blessures transmises par notamment ma lignée maternelle, ma mère, ma grand-mère, etc. quoi. Donc c'est un âge très introspectif en fait. Et en fait, oui, donc du coup, ouais, quand je disais, je dirais, on a chacun nos chemins et c'est ce qui crée, enfin, la beauté de l'être humain, c'est son unicité. Donc il y a aujourd'hui, je sais pas combien on est qu'à 8 milliards d'individus et c'est 8 milliards de chemins différents, 8 milliards de désirs différents, 8 milliards de rêves différents. Donc ça peut être aussi, tu vois, un désir de créer une famille. Enfin, il y a pas de désir qui est moins noble qu'un autre. La plus grande noblesse, c'est d'écouter son désir et de faire en sorte de réaliser ce désir, quoi, justement de se donner les moyens de construire une vie en adéquation avec ses désirs. Et ce qui est très intéressant, je reviens sur ce que tu disais autour de l'âge de 40 ans. Dans la vingtaine, c'est acquis et c'est autorisé de vivre des expériences. Et après, on n'a pas de modèle, en fait. On a moins de modèles de femmes de 40 ans, 50 ans, de femmes encore plus, qui voyagent ou qui sortent des chemins battus, ou peut-être que on les voit pas, peut-être qu'elles sont pas médiatisées aussi, simplement. Et en fait, ça fait, encore une fois, ça a créé. Dans ce que tu disais, c'était intéressant, en fait, de dire, ok, il y a une remise en question de ça aussi, parce que finalement, suivre un chemin, c'est assez simple. Moi, la question du moment, c'est par rapport aux enfants. On va partir de ce point-là, où tu vois, je vois que mes amies autour de moi, elles ont fait ce choix d'une vie posée, du travail, de la construction de la maison, de se marier, et encore une fois, j'en parle énormément dans ce podcast, et en fait, toute notre vie, on va être en comparaison, et toute notre vie, on va devoir accepter que ce chemin, nous, on l'a pas choisi. Comment dire, plus on vieillit, plus on va devoir creuser. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est ça, de creuser un chemin qui doit être différent. Et en fait, t'as jamais une révélation de c'est bon. Encore une fois, on revient sur l'incertitude. Ou voilà, là c'est les enfants. Ou c'est un petit peu cette période où moi j'ai 34 ans, où pareil, je dois me poser la question. Et pareil, je n'ai pas de désir d'enfant. Et en même temps, t'as quand même ce truc de se dire, oui, mais si plus tard j'en ai un et que c'est trop, enfin, je sais. C'est une torture, hein, cette question. C'est une torture. Ce n'est pas du tout Je compatis avec toi. Mais je pense que j'avais juste besoin de sortir ça. Non, mais je comprends. Et en fait, oui, on est tout le temps en train de se demander vers quoi on va, en fait. Mais est-ce qu'à un moment donné, on a la réponse? Est-ce qu'à un moment donné, c'est clair? Et comment est-ce qu'on fait pour accepter, justement, d'être dans cette incertitude permanente? Ouais, dans l'incertitude, et puis surtout, comment on fait pour accepter d'être dans la différence par rapport à un courant mainstream, on va dire. C'est une bonne question, ça. c'est ça que je... Et parce qu'à un moment, tu vois, les questions que tu te poses, j'évoque dans mon dernier livre, et je dis, c'est dur j'appelle ça le cordon des mers, de couper lorsqu'il s'agit de suivre le cordon des mers et de le couper et de porter une fois encore le poids de la différence. Et ça, c'est une vraie acceptation. Et à un moment encore une fois, c'est se dire, finalement, il n'y a pas de chemin meilleur que les autres, il n'y a pas de chemin moins bon que les autres, il y a un chemin qui nous correspond. Et quelque part, ça demande à développer une force de caractère en se disant que peut-être qu'aujourd'hui, tu vois, 2023, enfin, en l'occurrence, je parlais pour mon choix, le fait d'être une femme qui n'a pas eu le désir d'enfant, c'est encore exceptionnel. Mais peut-être que dans 50 ans, on sera la moitié comme ça, quoi. Tout à fait. Je ne sais pas, hein. C'est aussi le chemin des pionnières. Et il faut en être fier aussi, quelque part. C'est vrai.
C'est vrai. Et puis, si on a pris l'autre choix, enfin, il y a pas de souci non plus. C'est comme je dis, c'est pas moins noble. C'est que heureusement, il y a des femmes qui ont ce désir d'avoir d'enfants et qui fondent des familles. Et en fait, on peut vivre en équilibre les unes avec les autres. Mais c'est qu'à un moment, tu vois, s'il y a pas eu ces femmes qui ont revendiqué d'avoir le droit de vote, de pouvoir travailler, eh bien les autres n'auraient pas pu forcément le faire et il fallait bien qu'il y ait un moment ces pionnières qui osaient s'écarter du chemin et revendiquer une autre vie pour que à un moment des femmes elles aussi puissent prendre cette voie et puis d'autres femmes qui ne veulent pas travailler et qui se contentent d'avoir simple, enfin je dirais de toute façon une femme a toujours du travail mais si elle travaille pas professionnellement elle a toujours son travail à la maison mais je dirais travailler autrement. Eh bien, c'est très bien, quoi. C'est juste vivre. Pour moi, c'est ça, c'est vivre en adéquation avec sa voix intérieure, VOIE et VOIX. Et c'est ça, en fait, le plus dur, parce que effectivement, ça demande une fois encore de s'affranchir du regard des autres, du jugement des autres. Et tu vois, c'est un peu comme si ce courant mainstream, évidemment, c'est une force d'attraction énorme. C'est magnétique, tu vois, comme si on devait scotcher, on devait coller à ce courant mainstream, à se dire moi je suis le petit ruisseau qui part à droite, mais finalement on va tous vers l'océan. Toi qui voyages beaucoup aussi, est-ce que c'est pour toi des questions justement qui sont mondialisées ou est-ce que c'est très lié à la France, à l'Occident, au fait qu'on ait le choix et la possibilité, en fait, de se poser ces questions-là. Dans certains pays, il n'y a pas le choix, en fait. Ah, complètement. C'est, je dirais une fois, je crois que c'était dans mon premier livre déjà, je m'étais déjà dit que c'était un luxe d'avoir le choix de changer de vie, de partir en voyage en tant que femme, une fois encore, parce qu'il y a une grosse différence entre les femmes et les hommes, que ce soit en Occident et partout ailleurs, mais bien sûr, c'est se poser des questions. Rien que le fait de se poser des questions, d'avoir les ressources mentales et psychologiques de se poser des questions est un luxe. Parce que gratitude, nous sommes nés dans un pays où on a eu l'éducation. Alors les choses sont loin d'être parfaites encore, mais clairement, on a eu accès à l'éducation, on est allé à l'école, les études supérieures, pouvoir travailler, avoir notre compte en banque, vivre seul ou en couple, être en couple et vivre dans deux apparts ou deux maisons différentes. Enfin voilà, on a une infinité de choix. Bien sûr, c'est un luxe. Mais en même temps, parce que moi il y a plein de pays effectivement. Si tu vois, je reviens d'Asie, là-bas, c'est incompréhensible, se dire que tu ne veux pas, c'est pas que tu n'as pas eu le désir d'enfant. Elle, c'est même pas une question, c'est systématique. Tu vois, 20 ans, 25 ans, avant 25 ans, c'est sûr, elles ont déjà. Donc, je parle pour l'Indonésie, là, elles ont déjà au moins un enfant, quoi. Il y a bien des femmes qui forcément n'ont pas ce désir. Ouais, mais elles se posent pas, comme je disais, le fait de se poser les questions, c'est déjà un luxe. Et elles se posent pas de questions. Voilà, et c'est pas, une fois encore, tu vois, j'aime bien dans la spiritualité, parce que ça fait partie aussi de l'éveil des consciences, d'avoir cette conscience, de s'écouter, etc. On n'a pas à se juger les uns les autres, c'est que je dis pas c'est bien ou c'est pas bien, tu vois, et dans la spiritualité, on dit c'est comme si, il y a certaines personnes qui sont, par exemple, t'as quelqu'un qui est en CP et toi, t'es en première année de fac, tu vas pas juger la personne qui est en CP, toi, tu sais pas faire des équations intégrales, machin, t'es nul. Non, c'est juste que voilà, on a chacun notre évolution, l'évolution sociale, culturelle, le milieu aussi dans lequel on a grandi, et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je disais, tout est possible, mais voilà, dans un certain milieu, dans un certain contexte. Mais après, voilà, il faut pas non plus complexer parce que nous, on a cette possibilité. Et je dirais et je crois que je l'écris aussi dans mon premier livre, j'avais déjà cette conscience parce que on peut se poser des questions. Finalement, c'est encore plus, je dirais, un devoir et une responsabilité de se poser les questions et d'essayer de tenter d'y répondre parce qu'on a ce choix. Ouais. Il est précieux ce choix. Et parce que nous, on peut le faire aujourd'hui, et bien tu vois, on parlait d'inspiration, on pourra inspirer ces personnes d'une autre culture, d'un autre milieu, qui peut-être, dans un siècle, en arriveront là où on en est aujourd'hui. Et c'est énorme. C'est comme nous, quand moi, je lis des récits de femmes
d'il y a un siècle, je me dis, finalement, waouh. Enfin, t'imagines, ouais. Oui, mais c'est ce qu'on disait en off avant de commencer. En fait, effectivement, c'est assez récent en fait sous ces droits Oui. qu'on nous autorise en tant que femmes. Et effectivement, faut se dire qu'effectivement dans d'autres pays, c'est pas encore le cas. Mm. Et peut-être, comme tu dis, dans quelques années, quelques siècles, ça le sera aussi. Oui, et puis ça peut aller très vite. Moi, je l'ai Ouais. vu à Bali, parce que en plus, on est dans un monde aujourd'hui qui est mondialisé. C'est ça. Donc, tu vois, quand on parle d'Occident, c'est de moins en moins vrai. Enfin, il y a des pays d'Orient qui sont occidentalisés, tu vois. Tout à fait. Ouais. Et quand j'étais à Bali, donc qui fait partie de l'Indonésie, parce que il y a tout ce contact avec l'Occident qui est lié avec le tourisme. Du coup, ils ont une conscience qui évolue à une vitesse qui est impressionnante. Hein. Du coup, t'as plein de Balinais qui vivent aujourd'hui comme nous, quoi. Donc, ils gardent leur philosophie orientale, et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans cette île, c'est que malgré la modernisation, on pourrait dire du coup l'occidentalisation, ils sont restés extrêmement proches de leur tradition, de leur spiritualité originelle. Donc, ils ont trouvé un équilibre entre les deux qui est fascinant à voir. C'est-à-dire qu'ils pratiquent pas leur rituel pour le folklore, ils le pratiquent vraiment parce qu'ils continuent d'y croire, parce que pour eux, prendre soin des divinités, de leur temple, etc., c'est ultra important. Et pour autant, ils vont aller au restaurant, ils parlent business, ils créent des hôtels, etc., quoi. C'est pas un peu le danger, justement, toujours la question, mais le danger de la mondialisation, notamment dans le tourisme, de plus avoir ces différences, en fait, de faire que tout soit lissé. Oui, ça, c'est clair, c'est un vrai danger, la mondialisation. Et pourtant, tu vois, à Bali, pour moi, ça a été l'exemple de se dire que, il y a des très belles choses que la modernité, que du coup, que l'Occident a apporté, qui est le plus de confort. Du coup, tu vois, on parlait des droits des femmes. Moi, j'ai vu des Balinaises aujourd'hui qui entreprennent. C'est formidable. Alors que tu vas dans le reste de l'Indonésie, c'est inconcevable, quoi. Ouais. Et parce que Bali, il y a cette force, enfin, oui, pour eux, le tourisme, de toute façon, faut le dire. On dit, le surtourisme, mais bon, c'est l'économie, hein, ça leur apporte de l'argent, donc du confort, l'électricité, l'eau, l'éducation pour les enfants, la nourriture, enfin, faut voir aussi, et c'est pour ça que j'aime aussi les philosophies orientales, c'est que nous, en Occident, on a tendance à dire, ah oui, c'est bien ou c'est pas bien. Eux, tu vois, c'est la philosophie du yin et du yang. C'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que il y a du bien et il y a du pas bien. Il y a du blanc et il y a du noir. Il y a toujours un revers de la médaille. Et finalement, la seule quête qui vaille, c'est celle de l'équilibre. Et du coup, Bali, pour moi, ça incarne cet équilibre. C'est-à-dire que, bien sûr, ils ont pris... maintenant, ils mangent comme nous, par exemple, ou ils s'habillent comme nous, ils travaillent comme nous, mais ils ont gardé aussi l'unicité de leur tradition, qui est très, très propre à Bali, avec leur culture, leur rituel. Leur rituel, d'ailleurs, j'invite... nos auditrices à y aller, parce que les rituels balinais sont extraordinaires. La spiritualité balinaise est vivante, malgré la modernité. Toi qui as beaucoup voyagé, justement, t'as vu une différence entre Bali et le reste du monde, au niveau de la spiritualité? Bali, ce que j'ai trouvé unique, alors il y a une spiritualité qui est propre à Bali, même s'ils sont hindous, mais parce qu'on qualifie d'hindou tout ce qu'il y a en lien avec l'Inde. Mais il y a... En fait, c'est vrai qu'à Bali, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le fait de pouvoir trouver cet équilibre entre modernité et tradition. Et par exemple, tu vas au Népal, où pareil, j'ai passé beaucoup de temps. Les traditions sont omniprésentes, la spiritualité est extrêmement vivante, mais clairement, on voit que c'est un pays qui est beaucoup moins moderne. Ouais. Donc du coup, pareil, les droits, pour revenir, tu vois, les droits des femmes sont un peu plus effacés, moins présents. Oui. Et c'est ça. Et tu vois, si je pense à un autre bout du monde, quand je suis allée au Chili, par exemple, j'ai traversé les Andes à pied. Le Chili, c'est complètement, malheureusement, hein, tu vois, alors qu'il y a toutes ces traditions en lien avec le chamanisme, Pachamama, la terre-mère. En fait, c'est complètement effacé. Hein. Les peuples au Chili, c'est l'alcoolisme, ils vivent complètement comme nous. Hein. Ils ont plus de conscience ou très très peu. Et finalement, tu vois, une fois encore, on critique le tourisme, les voyageurs, mais finalement, c'est nous occidentaux
qui reprenons ces traditions anciennes et qui allons les réinjecter dans ces régions-là. Parce que du coup, on s'intéresse au chamanisme et finalement, t'as des chamans qui ressortent de là-bas. Quoi. On se dit, mais finalement, pourquoi ils sont pragmatiques, les mecs. Business, ça rapporte de l'argent, quoi. Mais malgré tout, c'est pareil. Tu vois, nous, on diabolise un peu l'argent, mais c'est pas grave, quoi. Je veux dire, ça leur permet pas de conserver parce qu'ils ont eu tendance à les perdre, mais de revenir à leur tradition originale. C'est génial, quoi. Et c'est comme ça que je trouve que, tu vois, cet équilibre, c'est peut-être le monde de demain. Finalement, d'arrêter de dire oui, ça c'est bien, c'est pas bien, c'est juste qu'il y a un équilibre qui se crée à force de créer des ponts grâce au voyage, grâce aussi aux réseaux sociaux, parce que c'est des ponts instantanés et qui vont dans tous les sens, hein, le partage d'informations ou, je veux dire, moi, les Tchouktches avec qui j'ai vécu au Kamchatka, donc l'extrême-orient de la Sibérie, aujourd'hui, je communique avec eux sur Instagram. Ah oui. Donc les mecs, ils sont au milieu de la toundra avec leur troupeau de 2500 rennes, ils ont leur smartphone et ils se disent, on continue de se suivre. Linda, elle est à Paris, elle visite des musées, elle fait un podcast avec Anastasia, avec un casque sur la tête. Ah ouais. Donc ils savent comment c'est, quoi. Il faut, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, ça donne aussi accès à l'information. Mais c'est une belle manière aussi de voir le voyage, parce que c'est que, notamment par conscience écologique, il y a aussi cette question se pose beaucoup. Effectivement, c'est une autre manière de voir le voyage et de pas dire que voilà, c'est bien ou c'est mal. C'est très ancré quand même chez nous. Oui, ça c'est l'héritage. Je dirais, est-ce que c'est judéo-chrétien avec l'enfer d'un côté, le paradis de l'autre? Sans doute, quoi. Il y a. Et l'Orient, c'est pour ça, moi j'ai l'Orient qui coule dans mes veines, hein, par ma mère, hein, et mes ancêtres, mais c'est ce que j'adore dans l'Orient, c'est que c'est le yin et le yang, c'est un tout. Et les Balinais, ils appellent ça le roi Bineda, c'est l'équivalent du yin et du yang qui est omniprésent. Tout est par deux. Il y a deux statues. Il y a le tissu qui s'appelle Kain Poleng, c'est un tissu noir et blanc qui incarne le yin et le yang. Et vous allez dans un temple. Là-bas, les portes du temple sont scindées en deux, avec deux statues de chaque côté. Enfin voilà, c'est pour montrer que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Aujourd'hui, donc tu es aventurière, tu es l'une des rares femmes membres de la Société des explorateurs français. Tu es même exploratrice. Ouais, c'est plutôt ça le vrai terme. Comment est-ce que tu te sens toi en tant que pionnière dans ce domaine? Et c'est quoi ton message? Quel est le message que tu veux passer justement aux femmes qui aspirent à suivre des chemins plus audacieux pour leur vie? Ouais, mon message, c'est de continuer à en croire en ses désirs. C'est continuer d'échouer, parce qu'en continuant d'échouer, on continue d'apprendre, et en apprenant, on évolue, et à un moment, on avance, et il y a aussi des succès à célébrer, évidemment, quoi, mais on y arrive. Et le plus gros succès, pour moi, c'est pas, tu vois, moi, j'aime pas du tout ce terme de quête du bonheur, etc. Mais pour moi, je dirais, ma plus grande victoire, c'est de me sentir à ma juste place, à l'instant où je le dis, quoi, à l'instant où je fais cet examen de conscience. Je me sens à ma juste place, je me sens au bon endroit, au bon moment, voilà. Et c'est ça que, tu vois, mon message, c'est ne pas se laisser influencer par les autres. La seule influence qu'on doit avoir, c'est nos émotions. C'est elles qui sont les signes de savoir si on doit aller plutôt à droite ou plutôt à gauche, si on doit faire demi-tour, si on doit arrêter une voie et prendre plutôt une autre. Voilà. Et ça, pour toi, le voyage permet ça, clairement. Le voyage est libérateur. Et je pense que le voyage a énormément contribué à ce que je puisse me libérer du regard des autres. Parce que quand tu voyages, notamment seul, en sac à dos, il y a plus d'étiquette sociale. T'es pas une fonction, t'es pas un rôle familial, social, culturel. T'es juste une nana avec un sac à dos qui s'est pas lavé depuis 3 jours et puis qui a envie de dormir, ou qui a envie de manger, ou qui a envie de rire avec quelqu'un, qui a envie de jouer avec des gamins, qui a juste envie de se poser au sommet d'une montagne et de regarder le soleil se coucher. Tu vois, il y a plus d'étiquette, il y a juste un état d'être. Et c'est pour ça que le voyage est libérateur, et c'est pour ça qu'effectivement, le voyage permet aussi de s'affranchir du regard des autres. Parfait.
Trop bien. Merci, cette réponse me convient très bien. Aujourd'hui, donc, tu as une double vie puisque tu es entre Paris et le voyage et le monde, j'ai envie de dire. Pourquoi Paris? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette ville pour te poser? Ouais, alors je sais que ça peut paraître trop bizarre parce que je suis une grande amoureuse de la nature. Ouais. Alors il y a 2 raisons, c'est que c'est important, on n'en a pas parlé, mais malgré mon envie d'autonomie, d'indépendance, de liberté, je suis en couple. Oui. Donc comme quoi ce n'est pas ça, c'est un autre un autre chemin de traverse et de voyage. Un autre épisode. C'est que ce n'est pas parce que je voyage seule que je ne suis pas oui. en couple, que je n'ai pas pu rencontrer quelqu'un. Tout est possible. Et tu voyages à 2 aussi? Ça m'arrive. Alors c'est les vacances. Ah, c'est pas les grands voyages d'exploration. Oui. Ouais, je pars. Bien sûr, on part ensemble. On vit des choses très fortes ensemble, y compris, pareil, dans la marche, la randonnée, etc., quoi. Puis des fois aussi, on se pose, comme tout le monde, en farniente. Ça arrive aussi. Ça arrive, hein. Profiter l'un de l'autre. Et en fait, mon compagnon, lui, pour l'instant, travaille à Paris. Donc du coup, ça fait 8 ans. En fait, moi, avant, j'étais expatriée en Pologne et je suis revenue à Paris. En fait, on est revenus en même temps à Paris. Il y a eu 2 raisons, c'est que je voulais publier mon premier livre et je voulais me donner les chances de rencontrer un éditeur qui a eu le choix de Paris. Et puis lui, il a trouvé aussi son boulot à Paris. Donc pour l'instant, en fait, on est à Paris, mais comme je dis, pour l'instant, ce que notre rêve et mon rêve, ce serait d'aller s'installer en Asie. D'accord. Bali ou ailleurs, mais ouais, vraiment je sens l'appel très très fort. De basculer définitivement, j'aime pas ce terme-là, mais de basculer prochainement en Asie. Justement, c'était ma question, c'est sur les prochains projets. Donc ça, c'est projet de déménagement. Pas pour l'instant. J'espère une pas. Envie. Ouais. Je dirais au plus tard, dans 1 an et demi, 2 ans, j'aimerais beaucoup pouvoir vraiment installer mon pied-à-terre en Asie, ce qui veut pas dire que je me fige, mais au moins que le pied-à-terre change, le point de référence, on va dire. Et après, oui, prochain projet, moi j'envisage toujours de continuer de voyager, mais pour l'instant, alors je sais que ce sera en lien avec l'Asie, mais j'attends, tout à l'heure je parlais j'attends que cette petite aiguille se fixe, que mon cap puisse être fixé sur un point. Donc voilà, j'attends que mon aiguille se stabilise sur une prochaine destination. Tu penses qu'à 80 ans, tu voyageras toujours? J'espère que mes jambes me porteront toujours à 80 ans, mais oui, j'aimerais faire partie. D'ailleurs, ma grand-mère, la mère de mon père, était une grande battante qui restait active jusqu'à la fin de sa vie, plus de 90 ans. Elle sautait en parachute à 90 ans, en fait. Quoi? Ouais, c'était énorme. Ah oui, donc c'est dans les gènes. Oui, c'était. Et donc j'espère que mes jambes me porteront encore et que je pourrai encore marcher. Mais bon, après voilà, on verra dans quel état est le monde à ce moment-là. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui. La dernière question pour clôturer cette interview, c'est une question récurrente du podcast. Donc le podcast s'appelle De vraie vie. Donc ma question pour toi, c'est ça veut dire quoi pour toi la vraie vie? La vraie vie, c'est celle qu'on expérimente. Et c'est pas celle qu'on imagine, celle qu'on fantasme. La vraie vie, c'est celle qu'on vit avec son corps, avec ses sens, avec ses tripes. Pour moi, c'est ça la vraie vie. Merci beaucoup, Linda. Merci, Anastasia. Super intéressant. Merci d'avoir écouté ma conversation avec Linda. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen, c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça, c'est au choix, ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram, @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment, j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus, tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi. Donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.